Vous écoutez Arsène Radio, la radio qui aime les artistes. Bonne journée sur Arsène Radio. Arsène Radio. C'est André Manoukian. Retrouvez-moi au Passage des artistes avec Jazzia. On fait comment d'abord pour apprendre le piano aussi tôt et aimer le piano et toutes ces petites notes qui grouillent partout? Il y a un truc qui est super important, c'est quand on a l'exemple à la maison. Mon père, il jouait les inventions de Bach. Depuis que je suis tout petit. Ça aide. Et deuxième truc important, il les jouait pas bien. Ça, c'est très important. Pourquoi très important? Parce que du coup, c'était atteignable pour moi en tant qu'enfant. Je me disais, je peux y arriver. Du coup, ça fait des complexes. Un but qui est atteignable pour un gosse. Bon. Alors que mes 3 gosses, je les ai dégoûtés. Pour eux, c'était un dégoût de notes à la maison. C'était inaccessible. Ils n'en pouvaient plus, inaccessible total, hermétique, en plus du jazz quand t'es môme. Mais là, moi, mon père, il faisait ça. Je recommence. Ça fait mal aux oreilles. Ça fait mal, alors du coup, il recommençait. Oh, je recommence. Donc à force d'entendre ça, ça vous rentre dans la tête et après vous n'avez qu'une seule envie, c'est de dire je veux pas le faire comme ça. Pousse-toi, je vais le faire. Voilà, c'est ça. Bon bah écoute. Donc, moi j'ai commencé, j'avais 5-6 ans et puis je me rappelle de mon premier cours de piano où mon prof, il nous a fait faire, on était 3 gosses autour du piano. Ouf, pendant une demi-heure, on n'a pas touché le piano. Ça aussi, c'était vachement malin parce que du coup, ça a créé une telle frustration qu'on n'avait qu'une envie, après, c'était de se précipiter. Et ce qui nous apprenait, c'était le souffle et la respiration. Oui. Et plus tard, 20 ans plus tard ou 15 ans plus tard, à Boston, mon prof de piano, quand je vais partir... Tu as fait des études, évidemment, aux États-Unis. Je lui dis, donne-moi des accords, je vais rentrer en France, donne-moi des accords, donne-moi un truc, donne-moi les trucs secrets et tout. Il m'amène un bouquin yoga. Je fais, mais non, mais pourquoi? Voilà, on était encore dans le souffle. On parle de 84 parce que ça, c'est une année assez intéressante, paraît-il. C'est une année où tu rencontres, alors j'allais dire Liane Folly, mais oui. Elle n'avait pas ce nom-là. C'était son vrai prénom, parce que c'est pas Liane Folly, c'est Eliane. Ouais, je rencontre Eliane Faliex, qui est chanteuse. Tout à fait. Et moi, j'ai un groupe de jazz. En fait, tu cherches des personnes pour chanter tes textes à toi. Au départ. Pas des textes, mais musique, ouais, c'est ça. Tes musiques à toi. La musique. Et je cherche une chanteuse. Et depuis 2-3 ans, je galère déjà. Ouais. J'ai un groupe de jazz qui est super. J'en ai une qui m'a largué parce que son petit copain, il voulait pas. Alors qu'on avait toutes les portes qui s'ouvraient. On avait, à l'époque, en 81, France Inter, c'était pas rien, quoi. C'était la première radio de France. Et les gars, ils me disent, on va faire de vous le groupe de jazz de l'année. Vous allez faire tous les festivals. Il s'appelait comment ton groupe? Horn Stuff. Et après, il y en a une autre qui arrive, l'autre, je tombe amoureux, ça va pas du tout, parce que, enfin, bref. Je galère pendant 2 ans, jusqu'à ce que je tombe sur Liane Folly, et là, mes copains jazzman, ils me disent, tu sais quoi, nous, on n'en peut plus de tes chanteuses, alors, du coup, je me suis retrouvé tout seul avec Liane, et bim, c'est reparti. Alors, moi, je t'avouerai que ce que j'aime chez toi, parce que je dis, je suis pas du tout douée en musique, j'ai des qualités, mais pas celle-là, et, tes musiques à toi, en fait, alors que ce soit le jazz ou le classique, c'est voluptueux. Est-ce que c'est le terme qu'il faut? Alors, avant l'interview, je me disais, est-ce que je vais utiliser ce terme-là? Parce que je le trouve rond, je le trouve chaleureux, je le trouve sensuel. Et ta musique, en fait, elle prend des formes comme ça, un peu, pas phalliques, parce que c'est pas le terme, mais lubriques. Je suis désolée de te le dire, mais c'est vraiment ça. Quand on entend tes citations, quand on t'entend jouer de la musique, parler de la musique, que ce soit à la télé ou que ce soit sur scène ou à la radio, on a des formes autour de ce que tu es. Est-ce que tu en as conscience ou on t'a déjà dit ou pas? En tout cas, c'est un super compliment, je le prends comme tel. Mais c'est un compliment. Ma deuxième prof de piano classique, j'avais 11 ans, donc ça fait déjà 5-6 ans que je joue du piano. Oui. Je suis resté 6 mois tout seul sans prof, et puis je vais la voir, et c'est un copain qui me dit, et elle me dit, vas-y, joue-moi quelque chose. Je joue la toccata de Bach, elle me dit, arrête, tu vas casser mon piano. Elle me dit, une note de musique, c'est comme une balle qui rebondit. C'était une grosse dame, elle s'appelait Madame Bellicard, et elle m'a appris tout de suite la sensualité de, voilà, parce qu'elle, encore une fois, il y avait toujours des petits gâteaux posés sur son piano, il y avait toujours des bonbons dans le coin. Oui, c'est gourmand. Elle nous gourmand. parlait du classique avec cet amour et cette gourmandise.
c'est comme ça qu'il faut qu'on apprenne la musique aux gosses, quoi. Et Parce que s'il n'y a pas la partie sensuelle de la musique, on enlève la moitié du truc. Complètement. Et puis on dénature un peu parce que j'ai l'impression que on a bien évidemment du son. Moi qui ai fait beaucoup de radio, je suis très sensible au son, mais on a aussi parfois besoin de fantasmes. Et autour de toi, il y a beaucoup de fantasmes autour de ta musique. Et elle est presque imagée, cette musique. On a des images, des formes, des rondeurs autour de ce que tu fais. La musique classique ou le jazz, ça prend des espèces de dimensions complètement différentes. Bah, écoute, deux choses. Dans mon jeu, tant mieux si ça s'entend. Et après, c'est vrai que j'en parle beaucoup, mais je restitue peut-être une dimension qu'on lui a volée à la musique. Parce qu'à force de, quand à la fin du 19e, on l'a académisé, on lui a presque enlevé un peu de sa saveur. La musique classique, elle était une musique vivante. C'était une musique qui était déformée par les gens. C'est charnel, c'était sensuel. Bien sûr. La Reine de la Nuit, ça rigole pas, ça envoie. Mozart, il était amoureux de toutes les chanteuses pour lesquelles il a bossé. Beethoven aussi, sauf que lui, il n'y arrivait pas. Mais ça, c'est un autre sujet. Tu disais dans les interviews qu'il fallait avoir de la peine pour bien écrire ou bien composer. Quand on a un chagrin d'amour, c'est là qu'on est le plus inspiré. Pas quand on est amoureux. Bon, quand on un est peu amoureux, moins. on est un peu con. Ouais. Non, on est là, qu'est-ce que c'est bien. Une chanson quand on est amoureux, c'est Oui, ça. c'est quoi? Ouais, ça c'est un peu guimauve. Mais quand on est largué, on fait ça. C'est autre chose. Effectivement, c'est beaucoup plus profond. Le mec qui est largué, qui est un peu musicien, il peut taper un album en 3 jours. Je parlais de profondeur, on va parler de ton spectacle. Je suis désolée, je suis... Très bien, très bien. J'ai écouté un peu, quelques extraits de ton spectacle, et c'est vrai que c'est très inspirant. Parle-nous un peu justement de ce spectacle qui se prolonge au Théâtre de l'Œuvre. Eh ben, pour moi, il n'y a pas la musique classique d'un côté et le jazz de l'autre. Encore une fois, tous les musiciens dits classiques aujourd'hui étaient des jazzman. Bach improvisait, Mozart improvisait, Beethoven improvisait. Je raconte la rencontre musicale de Bach avec Frédéric II, le roi de Prusse, qui lui joue un air super naze, et Bach s'assied et va en faire l'offrande musicale, un des plus beaux morceaux qui soit. Je raconte la vraie rencontre entre Beethoven et Mozart, qui est tout jeune. Donc on a de très jolies anecdotes. Et qui prouve simplement que la musique était une musique vivante. Et que à la fin du 19e, ben, on a tout d'un coup, on a mis l'écriture devant. On a privilégié donc le solfège, hein, puisque c'est l'écriture. Alors que le solfège, ça servait à quoi? À noter ce qu'on faisait pour s'en souvenir. Il n'y avait pas de magnéto à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable. Donc, il y avait souvent des battles. Et à partir du moment où on met le solfège en avant et où on décide que les enfants doivent d'abord apprendre le solfège, c'est aussi inepte que si vous dites à votre gamin qui vient de naître, tu n'as pas le droit de parler tant que tu ne sais pas lire et écrire. What the fuck? Donc voilà. Et du coup, aujourd'hui, on rencontre des musiciens classiques qui ne savent pas improviser au clair de la lune. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent que lire des partitions. De musiciens qui ne savent pas improviser, c'est comme deux personnes qui ne peuvent pas se parler sans lire le texte de quelqu'un d'autre. Et je trouve que c'est un peu aberrant. J'ai dû aller aux États-Unis pour apprendre à improviser, parce que c'était la galère, parce que en ce temps-là, c'était il y a longtemps, c'était il y a plus de 30 ans, personne ne savait, personne n'apprenait ça. Aujourd'hui, on peut apprendre ça, dans les conservatoires y compris, puisqu'on avait ouvert des classes de jazz. À l'époque, c'était là-bas que ça se passait. Donc, j'ai pris mon baluchon, je me suis cassé tout seul. J'ai travaillé pendant 1 an à vendre des orgues dans des supermarchés pour me payer mon école, parce que ça valait un petit peu cher quand même. Et puis voilà, et tout tenait sur une demi-feuille de papier. Quand je suis rentré, j'ai fait, mais c'est pas vrai, quoi. La règle, elle est toute simple. J'ai pas dit que ça demandait pas de boulot. Ça demande beaucoup de boulot, mais voilà. Et puis, je raconte aussi ma rencontre avec les chanteuses. La première chanteuse, alors qu'avant, j'en avais rien à secouer du chant. Tout d'un coup, dans un studio, je lui demande d'essayer par hasard. Et là, révélation. Et c'est là que je suis passé du côté féminin de la force. Et que c'était le début d'une belle carrière et de beaucoup d'emmerdes aussi. Mais je regrette pas. Parce que voilà. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'était que je suis allé voir un toubib qui m'a dit
interdit les chanteuses, c'est fini, il faut arrêter. Donc, Alors, tu cure l'as de écouté. désintoxication vocale, et me voilà avec la musique de mes ancêtres. J'ai fait tout un parcours et je finis avec la musique arménienne qui m'a remis moi tout seul au piano. Parce que avant de dire quelque chose au piano, faut y aller, quoi. Avec tous les gars qui sont passés avant, comme on fait entre Thelonious Monk et puis Bill Evans ou Brad Meldo. Et tout d'un coup, par hasard, j'ai entendu la musique de mes ancêtres. On m'a demandé de faire la musique d'un film sur la diaspora arménienne. Et j'ai dit, tiens, j'ai écouté ça. J'ai fait, mais c'est génial, il y a plein de cadeaux là-dedans. Et pour une fois qu'ils m'amènent autre chose que des névroses, mes ancêtres vont en profiter. Dis-nous, André, moi c'est une question que je me pose comme ça, parce que c'est vrai que tu parles avec tellement de passion. Est-ce que c'est une idée d'ouvrir une école de musique? Je pourrais pas le faire parce que je fais trop de choses. Mais j'aimerais bien penser à ça un petit peu. Je sais que tous les musiciens à un moment donné l'ont fait. Didier Lockwood l'a fait, il a fait une école fantastique. Petrucciani, juste avant qu'il s'en aille, c'était son projet aussi. Parce que on a envie de donner les clés d'une manière plus simple. Il n'y a pas longtemps, quand j'ai trouvé le petit Mourad à Marseille, qui improvisait sur Chopin, je me suis dit, mais ça, c'est la vérité des classiques. Et puis, un gamin de 14 ans des quartiers nord, il peut très bien tomber amoureux de Chopin. Il faut arrêter de les faire chier avec le rap. Ils n'ont pas besoin j'allais dire des institutions pour qu'on leur installe des studios de rap. C'est bon. Par contre, c'est intéressant, tous les mouvements qui leur amènent du classique et tout ça, voilà. Et c'est sûr que il faudrait peut-être un peu désacraliser tout ça. Et puis, il y a plein de gens qui me disent comment je peux faire. Moi, j'ai été dégoûté du piano à cause du solfège. Vous savez, c'est comme si vous voulez faire, je sais pas, vous voulez faire peintre et puis on vous emmerde avec les maths. Mais il est où le rapport? Alors ça, c'est une spécialité française aussi. Hein. C'est une des, j'allais dire, quand on veut faire médecine, je sais quelque chose parce que je voulais faire ça, enfin, pour faire plaisir à mon père. C'était pas vraiment mon truc. Mais on vous fout des maths partout, quoi. Et on s'en sert pas toujours, on se demande à quoi ça. Non, pas vraiment. Hein. Quand je vais vous prendre le pouls, à mon avis, la trigonométrie, c'est sympa pour calculer la TVA. Tout à fait. Mais voilà, quoi. Ou la règle de 3. Alors, rappelle-nous ton spectacle, d'ailleurs, qu'on ne manquera pas de venir voir, le chant du Périnée. Pourquoi ce titre-là? Parce que le chant part du périnée. Pour bien chanter, je suis désolé, mais c'est avec ça que ça se fait. Prenez une chanteuse lyrique, elle va vous mettre la main, et elle va vous la coller sur le bas-ventre pour vous expliquer. J'ai même une chanteuse qui m'a dit un truc, je ne peux pas le dire en spectacle, mais elle m'a dit, ma prof de chant nous disait, les filles, quand vous chantez, la chatte au plancher. Bon, voilà, c'est dit, mais c'est comme ça, c'est une image pour dire que si on chante juste avec les cordes vocales, on se les pète. C'est tiré. Voilà. Contraction du périnée, l'air monte tranquille. Donc, il y a une maîtrise de tout le corps. Et le chant, c'est vraiment, j'allais dire, une expression musicale qui prend tout un corps comme caisse de résonance. La tête, tout. Il y a tout qui vibre. Et nous, quand on est en face et que ça vibre bien, ben, on se met à vibrer. Et tout d'un coup, c'est pour ça que la musique nous met dans un état dingue, c'est que on va se mettre ensemble, dirigés par le musicien, dans un état second. Tu nous rappelles ton spectacle alors? Ça se court jusqu'où? Quand? Le chant du périnée. À Paris, c'est mois de mars, les dimanches et les lundis au Théâtre de l'Œuvre. C'est jusqu'à quand, tu le sais? Et c'est tout le mois de mars, c'est en province. Ça y est, on commence à jouer partout. Cet été, on sera à Avignon. Donc toutes les dates sur le site? Toutes les dates sur le site. André Manoukian, merci d'avoir fait cette petite balade musicale avec nous au passage des artistes. Il y a juste une petite question, mais ça c'est très personnel. Est-ce qu'on commence par un texte et on adapte une musique, ou est-ce qu'on fait le contraire pour que tout soit harmonieux, ou il n'y a pas de règle? Il n'y a pas de règle. Moi j'aime bien aussi travailler sur des textes, parce qu'il y a des textes, quand ils sont bien écrits, qui possèdent leur rythmique propre. J'allais dire, leur mélodie, elle parle toute seule. Alors les musiciens peuvent l'entendre. Après, moi, j'ai beaucoup fait de musique d'abord et demandé les textes après. Pour le coup, c'est presque plus compliqué. Mais c'est comme ça qu'on fonctionnait avec Philippe Viennet et Liane Folly quand on a fait tout le répertoire de Liane il y a longtemps. Et puis après, je suis passé au jazz. Alors évidemment, quand c'est en anglais, c'est un petit peu plus facile, mais il y a toujours cette difficulté du texte. En français, c'est hyper important. Donc le conseil, les gars, travaillez le texte. Travaillez le texte. Faites le texte tout seul. Et profitez du fait que votre copine ou que votre mec vous a largué. Et là, vous allez voir, vous êtes trop inspiré. C'est génial. André, merci. Dernière petite chose et après je te laisse tranquille. Si tu devais donner un titre à cette interview. Un titre, un titre de chanson, bien évidemment. Un titre de chanson.
Là, on a fait un truc à deux. On avait nos deux voix qui s'entremêlaient comme ça. J'ai senti beaucoup de passion aussi, hein, dans toi. Quelle heure il est? On est en fin d'après-midi. J'appellerais ça, je dirais, La route de Samarcande. C'est pas mal, hein? C'est un de mes premiers livres, Amin Malouf, voilà. Samarcande. Donc très très bien. C'est en plus un bouquin qui m'avait beaucoup marqué à l'époque. André, merci beaucoup. Et puis j'espère qu'on se retrouvera bientôt sur un chemin. J'espère bien. Et alors surtout dans ce quartier qui était le quartier des Templiers, c'était d'ici que partait la route vers l'Orient, puisque les Templiers, leur boulot, c'était de mettre des relais d'ici jusqu'à Jérusalem. Donc on n'est pas loin de Samarcande. Merci beaucoup André. Vous écoutez Sylva Radio. Vous écoutez Arsène Radio, la radio qui aime les artistes.